Bonjour, vous êtes sur Radio Classique et LCI. Notre invité politique ce matin, c'est Jérôme Chartier. Bonjour Jérôme Chartier. Bonjour. Député UMP du Val d'Oise et puis très proche lieutenant de François Fillon, on peut toujours dire ça. Hein. On pourra toujours le dire, oui. On pourra toujours le dire. Bon, on va d'abord évidemment parler de cette actualité heureuse pour la France, pour le gouvernement bien sûr, mais aussi pour la France, avant peut-être de parler de l'écotaxe, qui a quand même un petit peu pourri, on peut le dire, la journée du gouvernement d'hier. Mais cette bonne nouvelle quand même, hein, nos 4 compatriotes, Thierry Doll, Daniel Larry, Marc Ferret et Pierre Legrand, ont été libérés hier. On peut que féliciter le gouvernement de cette action. Oui, puis surtout se réjouir collectivement, c'est une joie immense pour tous les Français, pour les familles d'abord des ex-otages. Et il faut toujours avoir une pensée pour les 7 otages qui aujourd'hui sont encore retenus, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Mali, que ce soit en Syrie. Je crois qu'il ne faut jamais baisser la garde, toujours faire preuve de tout ce qu'il convient de faire pour pouvoir les libérer, obtenir leur libération, que la France reste sur cette logique qui a été de dire jamais de rançon, jamais. Vous êtes sûr de ça? Vous dites qu'il faut faire tout ce qui convient de faire. Tout ce qui convient de faire, oui, mais jamais de rançon. Jusqu'au paiement d'une rançon, même sans le dire. Non, parce qu'en fait, on le fait quand même, quelquefois. Non, pour une raison simple, c'est que c'est un engrenage. Dès lors que vous lancez le principe qu'il y a une libération contre rançon, alors c'est tous les Français qui deviennent des otages en puissance. Donc jamais de rançon, de la négociation, de la diplomatie. C'est ce qu'a fait à l'époque Nicolas Sarkozy, François Fillon. C'est ce qu'ont fait aujourd'hui les dirigeants du gouvernement. Je ne peux que féliciter la France d'avoir cette démarche républicaine depuis toujours qui consiste à ne jamais négocier de l'argent contre la libération. Mais concrètement, Jérôme Chartier, ça veut dire quoi négocier avec des preneurs d'otages s'il n'y a pas d'argent derrière ? Alors, ça, c'est les secrets de la diplomatie, et je ne suis pas dans le secret. Le secret, il est détenu par ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, et seuls eux peuvent vous répondre, et je pense qu'ils ne le feront jamais. Ils ont raison de ne jamais le faire. Le secret des négociations, ça doit rester, je dirais, dans l'alcôve de celles et ceux qui ont pris parti à ces discussions. C'est comme ça. Tout ce que je sais, tout ce que je peux vous dire, c'est que le jour où vous entrez dans l'engrenage de la rançon, vous faites de tous les Français des otages en puissance. C'est extrêmement dangereux pour la France, c'est dangereux pour les Français, et j'espère que jamais un gouvernement se lancera dans cette démarche. Et qu'est-ce qu'on négocie alors ? On négocie la libération de prisonniers politiques, on négocie des armes, j'espère pas. Moi, je comprends que dans les négociations, pour en avoir conduite, mais pas dans le même domaine comme vous l'imaginez, que les négociations ont toujours des géométries variables, et donc dans géométrie variable, il y a géométrie et il y a variable. Vous n'avez pas le sentiment quand même que finalement François Hollande, il a quand même plusieurs succès sur la scène diplomatique. Il est meilleur à l'international que sur le national, François Hollande? Il y a eu des succès, il y a eu des échecs. L'échec, c'est celui de la Syrie. La position de la France en Syrie n'a pas été comprise sur la scène internationale. En l'occurrence, c'était un véritable échec, puisque, en l'occurrence, c'est une autre option, celle qui était en l'occurrence défendue par ça a permis de faire François pression Fillon, et peut-être d'obtenir un désarmement chimique. Celle qui était défendue par François Fillon, en l'occurrence, la solution diplomatique, alliant la Russie dans une solution large, qui va des États-Unis à la Russie, en passant par d'autres alliés, pour faire pression sur la Syrie, de telle sorte que le dispositif d'armes chimiques soit démantelé. Ça, c'était une vraie option. En l'occurrence, jamais François Hollande ne l'a défendu. François Hollande s'y est toujours opposé, a voulu faire le bras de fer, faire le coup de force, et en l'occurrence, on a vu comment est-ce que ça a échoué. Moi, je pense que la France a beaucoup perdu sur la scène internationale avec cette politique. Il fallait peut-être menacer de la guerre pour avoir la paix. Vous connaissez cette formule latine. Peut-être que c'était bien aussi de montrer sa force pour obtenir cette négociation diplomatique. Ce que j'observe, c'est que c'est surtout le jour où on a tendu la main à la Syrie pour que la Syrie rentre dans le processus des discussions avec l'ensemble des alliés, qu'effectivement on a pu faire plier la Syrie, et qu'à ce moment-là, la Syrie a accepté le principe de démanteler son arsenal d'armes chimiques. C'était ça la véritable solution, c'était ce qu'il fallait obtenir, et en l'occurrence, seule cette alliance diplomatique, comme l'avait prôné François Fillon à plusieurs reprises, était la solution. Jamais François Hollande ne s'est inscrit dans cette démarche. On ne peut tous que le regretter. Je pense qu'on a affaibli la France sur la scène diplomatique internationale à cette occasion. Bon, enfin, il y avait comme eu le Mali, et puis il y a eu donc hier, on le disait, la libération de nos 4 compatriotes. Est-ce que c'était une bonne nouvelle hier pour l'exécutif? Il y avait c'est une bonne nouvelle pour la France. C'est une bonne nouvelle pour la France. Tout à fait. Il y avait une nouvelle, enfin, même si c'est pas du même ordre évidemment, bien plus mauvaise, c'est effectivement cet abandon. Est-ce que vous pensez que le pouvoir a abandonné hier l'écotaxe? Je ne sais pas s'il l'a abandonné, mais ce qui se passe avec l'écotaxe, c'est au fond ce que je reproche au gouvernement depuis 18 mois. C'est cette espèce de tergiversation permanente qui fait que personne ne sait quel est le cap que se fixe le gouvernement. Et qu'est-ce que ça donne comme contrepartie, comme conséquence? C'est que chacun a le sentiment qu'il peut tirer
sur n'importe quel dispositif, que ce soit une taxe nouvelle, que ce soit une réduction de dépenses, que ce soit toute initiative gouvernementale, on sait qu'on peut faire plier le gouvernement. C'est un gouvernement fragile, c'est un gouvernement friable. Et rien de pire dans une démocratie comme la France que d'avoir un gouvernement dont on sent qu'il n'est pas capable de tenir le choc. Mais en même temps, le gouvernement, hier, pour se défendre, dit qu'il est à l'écoute des Français. Et vous-même, vous réclamiez quand même un moratoire ou la suspension de l'écotaxe. Donc vous êtes content de cette décision. C'est une bonne décision hier ou pas ? Est-ce que c'est une bonne décision hier ? C'était une décision nécessaire du fait de la tergiversation du gouvernement, parce que c'est pas la première. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que déjà, s'agissant de la situation en Bretagne, dont je reconnais toute la complexité, le gouvernement avait fait marche arrière il y a quelques jours en excluant du dispositif de la taxe l'un des axes routiers majeurs de la Bretagne. Ça veut dire que progressivement, il était en train de réduire le volume de la taxe collectée. Ça devenait totalement stupéfiant s'agissant de la situation bretonne. Il fallait donc l'élargir à toutes les régions. Pourquoi la Bretagne plus que le Languedoc-Roussillon ou plus que le Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Il n'y avait pas de raison. Bref, on allait vraiment dans un dispositif abracadabrantesque. Est-ce qu'on se met tous autour d'une table ? Vous avez voté l'écotaxe ? Mais j'ai voté l'écotaxe parce que c'est un bon dispositif. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On essaye de voir comment on peut le mettre en œuvre. Vous êtes d'accord ? Oui, parce qu'il faut maintenir le principe de l'écotaxe, c'est un bon dispositif. Simplement, on regarde de quelle façon est-ce qu'on peut l'appliquer, et surtout l'appliquer, et moi je le demande, en contrepartie de l'enlèvement d'une autre taxe. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il faut maintenant arrêter avec la pression fiscale. Donc, on est à fiscalité. Ça veut dire qu'on doit être à fiscalité constante. Qu'on ne doit plus augmenter. Et si on met une taxe à dimension écologique, on supprime une autre taxe. Que toute taxe nouvelle a pour contrepartie la suppression d'une taxe d'un même montant. Par conséquent, nous resterons à fiscalité constante, et donc la seule variable pour réduire le déficit, ça sera laquelle ? Ça sera la réduction de la dépense publique. Est-ce que vous acceptez la main tendue hier par Jean-Marc Ayrault, qui demande que tous les élus, y compris ceux de l'opposition, maintenant réfléchissent, puisqu'ils ont tous voté l'écotaxe, dont vous, Jérôme Chartier, est-ce que vous êtes prêt à saisir cette main tendue et à réfléchir à comment on applique cette écotaxe ? Et pourquoi est-ce qu'on nous tend la main alors que le gouvernement a échoué ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas au début qu'on nous tendait la main ? C'était là où il fallait nous l'attendre. L'un des reproches qu'on fait aux politiques souvent, c'est de voter des lois, de ne pas les mettre en œuvre. Vous avez voté cette loi, vous pourriez participer à sa mise en œuvre. Mais nous souhaitons la mettre en œuvre. Et nous avons souhaité la mettre en œuvre. Mais pas comme ça, mais pas de cette façon-là. Alors le gouvernement est fragile. Alors le gouvernement, une fois de plus, a tangué. Et aujourd'hui, parce qu'il est en mauvaise posture, alors il nous tend la main. C'était hier qu'il fallait nous l'attendre. C'était hier qu'il fallait nous inviter à la table des discussions. Mais jamais il ne l'a fait. Il pouvait s'en sortir. Il pensait s'en sortir tout seul. Et il pensait surtout pouvoir tirer tous les bénéfices politiques. Et en l'occurrence, il a totalement et lamentablement échoué. Ce gouvernement est fragile, il est friable, et je dirais même il est dangereux pour la République française aujourd'hui. Pourquoi dangereux ? Dangereux parce que jamais vous ne pouvez faire confiance à un gouvernement dont vous ne savez pas s'il sera en mesure de tenir le cap. Donc il est dangereux. Donc il faut qu'il change. Il faut qu'il change pour redonner de la solidité à la République. Redonner la solidité à la République, c'est redonner de la solidité à l'exécutif de la République française. Est-ce que vous êtes prêt à gouverner, Jérôme Chartier ? Je vous pose la question parce que pour beaucoup de Français, on voit l'évolution dans les sondages, les scores des différents partis. On a l'impression que le vote pour le Front National, c'est d'abord un vote pour vous punir le gouvernement socialiste et pour vous punir, vous, la droite, peut-être pour votre bilan passé, mais aussi pour votre difficulté à faire sortir un nouveau leader du parti, quelqu'un qui va incarner la ligne de votre parti politique ? Il y a un calendrier de la République, en l'occurrence. Le calendrier, chacun le connaît. Ce sont les élections municipales, régionales, cantonales, européennes, bref, les élections intermédiaires, on les qualifie comme ça. La dissolution, c'est pas une option pour le chef de l'État aujourd'hui ? La dissolution est toujours une option pour le chef de l'État. Le chef de l'État le sait bien, mais c'est le chef de l'État qui décide de la dissolution. Est-ce qu'elle est souhaitable ? Je pense que jamais une dissolution ne peut être souhaitable parce que c'est une fragilité supplémentaire. Il y a un calendrier. Le calendrier, c'est un rythme politique. Le rythme politique, il fait qu'en 2017, il y aura un changement qui pourra être majeur, que je souhaite, que j'attends pour le pays, qui est un changement de président de la République. Tout cela, ça se prépare. Qui est le patron de la droite aujourd'hui ? Dans le temps. Le premier opposant, c'est les Français qui le disent, c'est François Fillon. Il fait, comme chacun le sait, pour les sympathisants de la droite et du centre, jeu égal avec Madame Le Pen. Ça signifie quoi ? Ça signifie que tout le monde, à droite et au centre, reconnaît François Fillon. C'est pas ce que pense Jean-François Copé, vous le savez. Moi, je pense que les relations, en tout cas, entre Jean-François Copé, puisque c'est finalement votre question, entre Jean-François Copé et François Fillon. Et Nicolas Sarkozy, j'aurais pu rajouter. Et j'y viendrai ensuite, sont des relations de travail de très grande qualité. Ils ont su laisser derrière ce qui a pu se passer à l'automne dernier. En l'occurrence, aujourd'hui, ils travaillent dans un objectif qui est celui
aujourd'hui de s'opposer à cette majorité fragile, friable et dangereuse. On parle de leadership. Éric Ciotti, il est proche de vous, il est proche de François Fillon. Il réclame des primaires dès 2015 pour justement solder cette question du leadership. Vous êtes d'accord ? Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Tout ce que je souhaite, c'est que 2015 ou pas ? Moi, je souhaite surtout que tout s'éclaircisse, que tout soit mis sur la table, que l'on puisse regarder de quelle façon est-ce qu'on peut travailler ensemble. C'est possible, tous dans l'Union. en Oui, 2015, c'est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que... Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on travaille surtout dans l'Union. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'au sein de l'UMP, on est en mesure de travailler dans l'Union et on le fait, on le prouve. On n'a pas cette impression-là. Il faut que d'une façon générale, non, c'est vrai, et c'est la raison pour laquelle j'estime que d'une façon générale, on doit le prouver, c'est ce que je vais aller vous dire, c'est-à-dire le montrer comment est-ce que, au sein du bureau politique où il y a des discussions qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement riches, on arrive à les présenter à l'extérieur, à faire davantage de communication sur le travail qu'on conduit à l'intérieur de l'UMP. Voilà ce qui est notre défi aujourd'hui, afin de prouver aux Français que l'opposition s'organise, que l'opposition se renforce, que l'opposition propose des idées, que l'opposition est en mesure de gouverner. Éric Ciotti dit 2015, ce ne serait même pas 2014, après le lendemain des européennes, s'il y a un électrochoc dans le pays ? Je crois qu'il y a beaucoup d'échéances. Je crois qu'il faut aussi laisser le temps au calendrier électoral de se dérouler. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a les municipales, les cantonales, les régionales. C'est chaque élection différente. Ce que j'observe, c'est qu'à partir de mi-2015, on rentre dans une période où il n'y a plus d'élection intermédiaire avant l'élection présidentielle de 2017. Merci beaucoup, Jérôme Chartier, député UMP du Val d'Oise, proche de François Fillon, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique et LCI.